Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième portes ouvertes en ligne de la formation à distance de l'IAE de Poitiers, qu'on va se présenter rapidement. Je suis Bruno Ferral, maître de conférence à l'IAE de Poitiers et directeur adjoint en charge de la formation à distance, et j'ai la joie d'être accompagné. Véronique Préchoux, je suis maître de conférence à l'IAE de Poitiers, responsable du M2 Management et Administration des entreprises en formation à distance et directrice adjointe aux relations internationales à l'IAE de Poitiers. Bonjour à tous, donc Mathieu Descoux, responsable du service de formation à distance. Bienvenue à tous. Donc on a également le plaisir d'être accompagné de Jean-Vincent que vous ne voyez pas mais qui vous voit et qui est disponible pour répondre à un certain nombre de vos questions dans le chat. On va commencer cette petite présentation. L'idée, c'est de faire un bref passage en revue de la formation à distance à l'IAE de Poitiers, ce qui se passe, qu'on propose, comment y accéder. Et ensuite, de garder un temps un petit peu plus long pour échanger, pour répondre à vos questions. Si vous avez la possibilité de mettre vos caméras, c'est un petit peu plus sympa, parce que là, on en voit quelques-uns, mais on voit beaucoup d'initiales, donc c'est moins convivial. Et puis, on va y aller. Quand vous aurez des questions à poser à la fin de notre intervention, n'hésitez pas à lever la main dans le Webex afin qu'on puisse vous donner la parole et que ça ne parte pas trop dans tous les sens. Alors, la formation à distance à l'IAE de Poitiers, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est pratiquement 30 ans d'expérience. C'est 400 étudiants par an, 411 cette année. C'est une dizaine de formations qui vont de la licence 3 jusqu'au Master 2. C'est un taux de réussite très élevé, entre 75 et 85% de diplômés par an. Et c'est une équipe pédagogique composée de plus de 90 enseignants-chercheurs, enseignants et intervenants experts des divers domaines d'enseignement qui sont proposés, à laquelle s'ajoute également une équipe d'encadrement pédagogique et administrative de grande qualité. Alors, pour les apprenants, vous voyez qu'on a plusieurs profils, mais c'est vrai qu'en grande majorité, on a des personnes qui sont en reprise d'études, donc ça va être sûrement le cas pour certains d'entre vous, surtout dans un niveau Master 2. Niveau Master 2, on a vraiment beaucoup de salariés, on a aussi une partie étudiants et une partie des personnes qui veulent se reconvertir. On va passer à la diapo suivante. Alors vous voyez, on a des témoignages un petit peu de nos anciens étudiants, donc soit dans les ressources humaines, soit dans le commerce international. Voilà, il faut savoir que des personnes viennent chercher vraiment un diplôme, ont de l'expérience professionnelle, n'ont pas forcément le niveau requis, mais par exemple font une VAP et viennent rentrer directement en Master 2 dans différents domaines pour pouvoir aller chercher ce diplôme de Bac+5. Alors, qu'est-ce qu'on met à votre disposition au sein de la formation à distance? L'idée, c'est pas seulement un cours, mais à distance. C'est tout un dispositif qui est conçu pour vous accompagner du début à la fin de votre scolarité, de vous apprendre à organiser votre travail dans le cadre de l'enseignement à distance, qui est une modalité pédagogique quand même assez différente de l'enseignement en présentiel, de mettre à votre disposition des contenus pédagogiques de qualité, de vous permettre d'échanger facilement avec vos enseignants et avec vos interlocuteurs administratifs. Donc vous voyez, là, vous avez tout l'éventail des dispositifs qu'on met à votre disposition. Ça commence par des moyens humains, avec une équipe qui est dédiée entièrement à la formation à distance, des ingénieurs pédagogiques qui sont en train de repenser la façon dont les contenus pédagogiques sont organisés, qui sont en train de réorganiser la plateforme de e-learning, un pôle numérique qui est là pour assurer la disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des ressources pédagogiques, pour s'assurer que les classes virtuelles se passent aussi bien qu'elles sont en train de se passer en ce moment, que la qualité de la vidéo soit au rendez-vous, qu'on soit en mesure d'échanger facilement, que ce soit par audio, par vidéo ou par texte, et un support administratif qui est toujours derrière vous, avec vous, à côté de vous, pour vous aider sur les démarches, l'inscription, le financement, comment ça marche, est-ce que j'ai bien envoyé tous les papiers, etc., etc. À côté de ça, on a aussi plusieurs solutions qui viennent renforcer l'accompagnement personnalisé, notamment on a tout ce qui est classe virtuelle. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas seulement de l'enseignement asynchrone où on vous met du contenu sur une plateforme et puis vous vous débrouillez, à la fin il y a un examen. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des modalités d'enseignement qui soient le plus proche possible de l'enseignement en présentiel. Donc avec des classes où vous avez une véritable interaction à la fois avec l'enseignant et avec les autres membres de la promotion qui vous permettent de réagir, de poser la question au moment où l'enseignant fait son cours, etc., etc. On a également une solution de coaching individualisé qui est plutôt là pour vous aider à vous organiser, à faire l'équilibre vie privée, vie professionnelle,
à réussir à organiser votre travail dans la rédaction du mémoire, notamment pour ceux qui sont en reprise d'études et qui ont parfois un petit peu de mal à répartir leur temps entre travailler les cours pour les examens, s'ils sont en situation professionnelle, avoir leur vie professionnelle, avoir leur vie personnelle et en plus avoir cet exercice un peu particulier qui est celui de la rédaction du mémoire de master. On a aussi tout un ensemble de moyens pédagogiques qui sont mis à disposition, certains assez classiques comme des ouvrages de référence sur les différentes disciplines et d'autres un petit peu plus spécifiques comme les fascicules et le matériel pédagogique vraiment conçu pour la FAD qui sont mis à disposition à la fois sur la plateforme en ligne et parfois en format papier. On a aussi toute une suite bureautique. Vous avez accès notamment au pack Office 365 qui vous permet donc d'avoir accès à Excel, Word, etc. pour travailler les cours qui vous sont donnés et puis même simplement pour travailler à côté. Vous avez également la solution Webex qui est celle qu'on utilise en ce moment et qui est également celle qu'on utilise à la fois pour les rendez-vous à distance dans le cadre de l'encadrement un petit peu individualisé et dans le cadre des classes virtuelles pour l'enseignement. Tout un tas d'événements qui sont là aussi pour vous aider à faire corps, à ressentir un petit peu votre intégration dans la promotion et à créer un peu cet esprit d'école qu'on essaie de générer aussi dans la formation à distance. Donc on organise des after-work lors des premiers regroupements. On a justement des regroupements biannuels qui vous permettent de tous vous retrouver. On reviendra sur l'organisation de l'année juste après. Et on a un certain nombre d'événements de team building ou de conférences autour des sujets de la gestion qui nous intéressent. Une plateforme donc qui est dédiée à l'apprentissage à distance, qui se compose d'une multitude de dispositifs pédagogiques, des cours en ligne, des quiz, un certain nombre d'études de cas, des auto-évaluations, des cas pratiques, des ouvrages de référence accessibles en ligne via la plateforme, etc. On a aussi un certain nombre d'outils qui vous accompagnent dans le planning et dans l'organisation, donc un agenda partagé dans les promos qui vous rappelle notamment les dates des examens, ça peut être pas mal, les dates de rendu, les dates de classe virtuelle et qui vous permettent de ne louper aucun événement. On a tout un suivi, un accompagnement à la fois par l'équipe administrative et par l'équipe pédagogique, donc grâce à la plateforme vous avez la possibilité de poser des questions, d'interagir entre vous, d'interagir avec l'enseignant. Et on a un certain nombre de tutoriels qui vous permettent aussi de vous approprier la plateforme et d'apprendre à l'utiliser de la façon la plus efficace possible. Tout un esprit de communauté, donc on retrouve un petit peu cette idée de l'échange avec l'enseignant et l'échange avec l'administrateur par les outils de chat. Donc là, si vous avez des questions qui vous viennent et que vous avez peur d'oublier, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous avons Jean qui est la mémoire de la réunion et qui nous les retransmettra ou qui y répondra en direct. C'est pareil dans les classes virtuelles, l'avantage étant que les classes virtuelles étant enregistrées, si vous posez des questions dans le chat, l'enseignant pourra les voir a posteriori et y répondre, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez aussi les poser par micro, mais parfois vous ne pouvez pas parler ou vous êtes timide, ça arrive aussi. Et enfin, toute une bibliothèque de contenu en ligne avec des articles académiques spécialisés, un certain nombre de podcasts sur les sujets de la gestion, des e-books et les vidéos, notamment les vidéos des classes virtuelles qui sont enregistrées. J'ai beaucoup parlé et je continue. Donc, l'offre de formation en formation à distance à l'IE de Poitiers, qu'est-ce que c'est? Ce sont 10 diplômes qui vont de la licence jusqu'au Master 2. Alors, on rentre par la licence de gestion, qui est une licence généraliste qui vise à vous former aux différentes disciplines de la gestion. Cette licence, elle peut vous mener vers un certain nombre de diplômes, notamment le Master 1 Management et Commerce International. C'est un petit peu la voie de débouché privilégiée de la licence. Vous pouvez aussi tout à fait rentrer à partir du Master 1, auquel cas vous avez 2 masters qui sont proposés, le Master Finance et le Master Management et Commerce International. Ensuite, vous avez un certain nombre d'autres diplômes qui sont proposés et qui vous permettent d'accéder à un Master 2. D'accord ? Donc, le Master 2 Commerce International, le Master 2 Management International, les deux étant, vous l'aurez deviné parce que vous êtes très intelligent, le débouché naturel du Master 1 MCI, Management et Commerce International, le Master 2 Finance et Ingénierie Financière qui, de la même façon, est le débouché naturel du Master 1 Finance, et ensuite un certain nombre d'autres Master 2 qui recouvrent d'autres disciplines de la gestion, notamment le marketing, la gestion des ressources humaines, l'intelligence économique, et je vais céder la parole à ma chère collègue Véronique Préchoux pour vous parler d'un master particulier ME. Donc le Master de Management et Administration des entreprises, c'est un master auquel on accède directement. Ce n'est pas un master qu'on peut suivre après une licence ou un master à l'IAE, dans la mesure où c'est un master qui est destiné à des gens qui n'ont jamais étudié la gestion, ni le management, ou éventuellement qui ont des bribes de souvenirs d'un autre temps, mais en tout cas, ça ne s'adresse pas à des étudiants qui sortent d'un Master 1
de l'IAE. Ensuite, pardon, problème de micro. Ensuite, j'espère que c'est mieux comme ça. Donc, ce Master 2, MAE, il s'adresse donc à des publics qui ne sont pas formés à la gestion. C'est un master qu'on appelle souvent double compétence, c'est-à-dire que on le destine à des étudiants des personnes qui ont un parcours, par exemple, soit une formation initiale en tant qu'ingénieur ou en tant que psychologue ou en tant qu'infirmière, médecin. On a vraiment tous les profils. Et ce sont des gens qui viennent chercher cette double compétence en management, se spécialiser, découvrir de manière très générale toutes les dimensions de la gestion et du management. Donc un diplôme vraiment généraliste qui vise à donner une culture générale de la gestion. Voilà pour le MAE. Je reprends le micro juste pour préciser que la plupart des diplômes sont organisés de façon assez classique, comme une année universitaire sur 12 mois. Il y a 2 exceptions. Le master marketing et le master MAE sont sur un rythme différent de 15 mois, qui est destiné à permettre notamment de prendre un petit peu plus de temps pour la préparation du mémoire de master et sa soutenance. Et c'est encore à moi, et après, promis, je cède la parole. Donc, à quoi ressemble un parcours type en formation à distance ? Grosso modo, on va retrouver 4 étapes qui se répartissent sur les 2 semestres. Le premier semestre, on va commencer avec la rentrée en octobre, donc un regroupement, vous venez à l'IAE, parce que c'est sympa et qu'on a envie de vous accueillir. Vous êtes tous en présence, vous rencontrez vos responsables de filière, on parle un peu de ce qui va se passer pendant le semestre, vous avez vos premiers cours, on fait les premiers after-work, et ensuite, après ces quelques jours, ce premier regroupement, vous repartez et vous continuez à bosser. Ensuite, deuxième étape, les examens de S1 et le deuxième regroupement en mars. Donc là, vous passez vos examens du premier semestre, c'est un peu stressant, mais il faut en passer par là. Et vous entamez les regroupements du second semestre. Donc c'est une semaine qui est assez intense, parce qu'effectivement, vous allez faire tous vos examens, et après, bam, vous repartez sur des cours du deuxième semestre. C'est intense, mais c'est intéressant, ça se passe toujours bien, on est toujours content de vous revoir, vous êtes souvent content de nous revoir, donc voilà, c'est quand même une échéance assez sympa. Ensuite, au second semestre, entre mars et mai, vous êtes toujours sur un rythme de travail et en synchrone et en asynchrone, avec 2 classes virtuelles qui visent à vous apporter des connaissances et à vous préparer et aux devoirs d'entraînement et à l'examen terminal. Et en juin, on a donc la rencontre finale. Vous venez pour passer vos examens du deuxième semestre. Et ensuite, jusqu'en août, vous préparez le mémoire pour une soutenance, enfin pour une soutenance vidéo ou une soutenance selon le type de diplôme, en août ou en décembre. Décembre pour les formations de 15 voilà, mois. pour les 2 formations en 15 mois dont je parlais tout à l'heure, marketing et management et administration des entreprises, on est sur une soutenance en décembre. J'ai bien dit le diplôme. Oui, c'est bon. Alors, les modalités d'inscription. Alors, vous voyez là, mon master, les dates sont clôturées. Ça s'adressait à un public, pour les 2 Master 1 qu'on propose, Master 1 Finance, Master 1 Management et Commerce International. Donc, ça reste vraiment à des étudiants qui ont le profil formation initiale ou des alternants, des personnes qui recherchent, peut-être qu'il y en a parmi vous, on verra ça tout à l'heure, qui recherchent un contrat d'apprentissage. Donc là, effectivement, les dates sont passées. Ça sera maintenant pour, si vous n'avez pas candidaté pendant ces dates-là, ça sera maintenant l'année prochaine. Voilà, on pourra pas, comme c'est national, on ne pourra pas rouvrir d'autres dates. L'année prochaine, les dates seront sensiblement les mêmes. Exactement, oui, tout à fait. Ça sera à peu près similaire, fin février, fin mars. Généralement, c'est à peu près ça. Ensuite, donc là, ce qui vous intéresser plus, donc il y en a peut-être certains, pareil, on verra ça tout à l'heure, qui sont déjà inscrits ou qui vont s'inscrire. Donc nous, notre logiciel national, c'est e-candidat, donc ça s'adresse à tous. C'est ouvert depuis le 17 mars jusqu'au 15 juin, mais c'est vrai que si vous êtes intéressé, ne tardez pas. On a beaucoup de demandes. Et ça s'adresse donc aussi bien à toutes les formations et également aux étudiants qui sont en reprise d'études pour les 2 formations de Master 1, Finance, et Master Management et Commerce International. Pour la licence et pour tous les Master 2, que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié, que vous soyez même en contrat, en recherche de contrat d'apprentissage, c'est sur cette plateforme que vous devez vous authentifier et créer un dossier. Alors après, c'est des dossiers classiques, dossier CV, de motivation, etc., etc.
Alors, en ce qui concerne les coûts pédagogiques spécifiques de la formation à distance, alors ces coûts sont différents selon que vous êtes dans le cadre d'un financement individuel ou d'un financement par votre entreprise. Donc, on pourra revenir un petit peu là-dessus si vous avez des questions sur la différence entre les deux. Si vous êtes dans le cadre d'un financement individuel, si vous autofinancez votre formation, les coûts sont les suivants. Pour un niveau licence, on est sur 2100 €. Pour un niveau Master 1, on est sur 3400. Et pour un niveau Master 2, on est sur 4200. À ces frais pédagogiques spécifiques s'ajoutent les frais typiques d'inscription à l'université, donc 175 € pour une année pour la licence, 250 € pour une année pour le Master. Nous avons mis ces tarifs à titre indicatif, c'est sous réserve de validation par les instances universitaires, mais on n'a pas eu vent d'une augmentation des frais de base de l'université. Voilà. Si vous êtes dans le cadre d'un financement par votre entreprise, dans ce cas, on n'est pas tout à fait sur le même tarif. On passe à 3 500 pour la licence de gestion, 4 700 pour les diplômes de niveau Master 1 et 5 400 pour les diplômes de niveau Master 2. Alors justement, les financements, donc plusieurs types de financements. Si je vais commencer par le financement plutôt individuel, nous c'est la majorité que l'on a. Donc on l'a dit à l'instant, il y a un tarif pour un financement individuel. Ce qu'on fait, c'est qu'on établit un contrat de formation avec un échéancier de paiement. Et en fait, vous pouvez échelonner le paiement en 3 fois. Un tiers à l'inscription, le deuxième tiers au mois de janvier et le troisième tiers au mois de mars, qui permet un petit peu d'étaler cette somme qui est quand même assez conséquente. Donc ça s'adresse vraiment aux personnes qui financent eux-mêmes leur formation. Donc vous voyez, il y a aussi des personnes qui veulent utiliser par exemple leur CPF. Donc là c'est pareil, on est sur le même type de tarif, financement individuel, parce que compte personnel de formation. Donc là c'est pareil, il faut faire la demande auprès de mon compte formation. Vous avez un certain nombre, maintenant c'est en euros, un certain nombre d'euros alloués en fait sur votre compte formation, et donc faire la demande, la démarche, et après revenir vers nous pour cette partie-là. Après, donc vous avez également un financement entreprise, donc plusieurs possibilités. Soit vous êtes financé directement par votre entreprise dans le plan de développement des compétences, ou soit par l'intermédiaire d'un OPCO selon la branche d'activité. Donc là, effectivement, on est sur un tarif entreprise, il y a des devis qui sont possibles. Voilà. Donc ça, après, vous contactez directement directement votre gestionnaire de scolarité, et après, on vous fera des devis sans aucun problème. Et voilà, qui conclut cette petite présentation, ce bref tour d'horizon de ce qu'on propose en formation à distance à l'IE de Poitiers. On va passer maintenant à la partie la plus intéressante de cette réunion, qui c'est l'échange et les réponses à vos éventuelles questions. Donc n'hésitez vraiment pas à demander la parole, juste levez la main avec le petit outil Webex pour qu'on voit et qu'on puisse vous... Et ben voilà, c'est merveilleux. Alors oui, je pense que Rémi est en train d'essayer de le faire. Donc il faut... Voilà. Donc je vois... Fatigué, donc ma vue n'est plus ce qu'elle était. C'est Pinter, je crois. Pinter. Pinter. Est-ce que... N'hésitez pas à prendre la parole, et pareil, n'hésitez pas à mettre votre caméra. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons. Ah, parfait. Alors désolé pour la caméra, je suis sur une tour, donc j'ai pas de caméra intégrée. Moi, j'avais une question qui m'est venue directement à l'esprit, c'est pour le master MAE. Moi, je suis diplômé, j'ai un master 2 en droit des entreprises, et en fait, je connaissais pas cette formation. Moi, à la base, je suis là pour la gestion, la L3 gestion, en fait, généraliste, parce que je veux avoir la double compétence. Et voilà, je voulais avoir quelques petites infos si c'était possible. Vous avez totalement le profil pour entrer en MAE. En fait, vous avez déjà un niveau master, donc à partir du moment où on a un niveau master 1, on peut candidater à un niveau master 2. Rémi, il y a beaucoup d'écho, pardon. On a un problème de micro, on va y arriver. Donc vous pouvez candidater à un niveau master 2. Donc si vous avez un master en droit des entreprises, vous êtes exactement dans la cible pour le master 2. Le M2 MAE, pardon. Mais c'est qu'en fait, comme j'ai cru comprendre que c'était à destination des gens qui n'avaient jamais fait justement de management et de gestion,
et pour obtenir la double compétence. Donc ça pourrait être intéressant effectivement. Oui, vous avez plutôt un profil MAE que licence 3 de gestion. Après, il faut vous rassurer là-dessus. On travaille vraiment ensemble avec les différents collègues qui sélectionnent les dossiers. Donc, si nous, on identifie un dossier, enfin, si mon collègue qui sélectionne pour les L3 voit un dossier qui a plutôt un profil MAE, il me le transférera. Hein. Donc, ça, enfin, ou dans d'autres cas, ça arrive qu'on réoriente en fait des dossiers qui nous paraissent plus adaptés à un autre diplôme. Donc, en tout cas, aucun problème pour que vous candidatiez en MAE. C'est tout à fait adapté pour votre profil. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vois Véronique Bradier. Encore une fois, désolé si je massacre votre nom. N'hésitez pas à prendre la parole. Tout va bien. C'est parfait. Et ne changez rien. Bonsoir. Je me permets de solliciter vos réponses sur l'inscription, puisque vous n'avez pas parlé du Master 2 GRH. Voilà, enfin, vous l'avez évoqué. J'ai une question, puisque bon, j'ai été un petit peu sur le site, etc. On peut arriver sur ce Master 2 en étant déjà en possession d'un autre Master 2 sans difficulté? Ah oui, bien sûr. En fait, le fait de déjà posséder un Master 2 ou un doctorat ou une HDR ne vous interdit absolument pas de postuler à un Master 2. Voilà. Il y a un niveau de qualification minimum pour postuler, mais il n'y a pas de niveau maximum. Ok. Oui, ça vient pas, on va dire, entraver l'inscription ou les chances d'être retenu. Ok. C'est un master qui est, enfin, je sais pas si vous avez cette connaissance sur celui-ci. J'ai vu une fiche. C'est un master qui est professionnalisant. Il y a un stage également. C'est ça. Sur ce master. Le master 2 GRH, c'est un master qui est surtout destiné à des gens qui ont déjà une forte expérience dans le domaine de la RH. En fait, c'est un master 2 qui a une place un peu particulière et qui s'adresse à des personnes qui sont déjà en situation de responsabilité sur des fonctions soit de RRH et qui souhaitent devenir des RH, soit sur des fonctions d'encadrement moyen et qui souhaitent accéder à un poste d'encadrement supérieur. Mais vraiment, c'est un master qui a une typicité de recrutement qui est centrée sur des personnes ayant déjà de l'expérience dans le domaine de la RH et souhaitant acquérir un niveau de qualification supérieur. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vais compléter sur la question du stage. Oui. En fait, le stage n'est pas obligatoire si vous êtes salarié. Donc, et ça, dans tous les M2, en fait, il y a un stage qui est prévu pour les étudiants qui ne sont pas salariés. Si vous êtes salarié, vous n'avez pas de stage à réaliser. En revanche, ça n'enlève en rien l'obligation de réaliser un mémoire. Et oui, hélas. Non, pardon. Il n'y a pas d'obligation de stage. Si vous êtes en poste, vous êtes en poste. D'accord. Même si le poste salarié n'est pas forcément en lien. Alors, il y a du management. Enfin, voilà, je vais parler de mon cas. Il y a du management, mais je suis pas forcément dans le service RH. Non, aucun problème Aucun problème. Vous n'avez pas de stage à réaliser tant que vous êtes salarié. Super, bah, merci beaucoup. Voilà, j'ai les précisions. Merci. Je vous en prie. Aya? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Je suis actuellement en deuxième année en BUT technique de commercialisation, donc je suis intéressée par la licence 3. Et en fait, je voulais savoir le profil que vous recrutez pour la licence 3. Bah, typiquement, oui, c'est des gens qui ont déjà des connaissances de base en gestion. Donc, le profil que vous décrivez, DUT GEA, c'est ça, je me trompe pas? DUT technique de commercialisation. TC, ouais. Ouais, Oui, voilà. DUT TC, oui, bon, bah, DUT TC, voilà, c'est un IUT tertiaire dans le domaine de la gestion, c'est parfaitement cohérent, oui. On peut recruter des gens qui sont... Ouais, ça va être essentiellement IUT, parfois faculté d'économie-gestion, mais qui souhaitent avoir un tournant un petit peu plus gestionnaire, ou des gens qui ont déjà une licence, mais qui n'est pas tout à fait dans le domaine de la gestion, mais qui ont pour le coup une expérience en gestion qui leur permettent de compléter. En tout cas, en ce qui concerne votre profil, ouais, il est parfaitement cohérent avec un recrutement en licence de gestion. Ok, et du coup, on est assuré d'avoir un master par la suite. Alors, excusez-moi, j'ai pas entendu le début de votre question.
Et parce que en BUT technique de commercialisation, on n'est pas assuré d'avoir un master à la suite. Et du coup, c'est pour ça que je suis intéressée par la licence 3. Donc, est-ce que avec la licence à distance, on est assuré d'avoir un master à la suite? Alors non. En fait, malheureusement, parce que moi j'aimerais que tout le monde puisse continuer en master, mais l'obtention du diplôme de licence ne garantit plus l'entrée en master depuis que la sélection se fait au niveau master 1. Avant, la sélection pouvait se faire au niveau master 2 et du coup, il y avait une certaine continuité qui était plus ou moins garantie. C'est-à-dire que les gens qui validaient la licence à l'université bidule pouvaient continuer en master 1 dans l'université bidule et la sélection se faisait ensuite au master 2. Maintenant, la logique n'est plus la même. On sélectionne en master 1. Donc, je peux vous dire que vous avez, entre guillemets, davantage de chances d'être recruté en Master 1 si vous avez une licence que si vous avez un BUT, parce que le BUT est une licence professionnelle qui a une visée professionnalisante, et les IUT eux-mêmes ne sont pas incités à ce que une trop grande proportion de leurs diplômés de BUT continuent en Master. Mais après, je ne suis pas en mesure de vous garantir que vous aurez une place en Master à partir du moment où vous aurez obtenu la licence. S'il y a toujours cette sélection qui se fait. Ok, d'accord, merci. Et j'ai une dernière question. Je suis étudiante boursière, donc est-ce qu'il y a des facilités de paiement pour les boursiers? Alors, là, je vais répondre. Alors, oui et non. Étant donné que si vous êtes boursière, vous serez quand même redevable du coût pédagogique qu'on a présenté tout à l'heure. Par contre, une fois que vous serez inscrite, on a possibilité après de vous proposer, alors sous réserve, de participer en fait à faire un dossier pour des aides financières. Alors c'est vraiment sous condition, il y a une commission qui examine un petit peu tous les dossiers et il peut s'avérer si la commission considère que vous avez des difficultés, peut vous accorder une partie en aide financière qui viendra en déduction du coût de la formation. Ok, d'accord. C'est parce que ma bourse peut couvrir tous les frais de la formation, mais du coup, ma bourse, je la reçois tous les mois. Mais à la fin, en soi, Oui. j'aurai toute la somme, mais je l'aurai pas tout d'un coup en 3 fois. Oui, puis je vous ai dit tout à l'heure en fait qu'il y avait, oui, c'était en 3 fois. Alors après, bon, on pourra, alors, sous toute réserve, peut-être après voir avec l'agence comptable, si c'était le cas, peut-être un échéancier particulier, je dis bien sous toute réserve, et avec l'accord de l'agence comptable, on peut essayer, effectivement. D'accord. Bon, merci beaucoup. D'accord ? Merci. Je vous en prie. Claire Lebrun. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, parfait. En fait, j'ai une licence gestionnaire RH que j'ai obtenue en 2011 en alternance. Donc, en fait, ça fait 15 ans que je travaille en ressources humaines et ça fait 5 ans que j'ai un poste de responsable d'un cabinet de gestion sociale. Donc je fais principalement, j'ai une équipe de 4 collaboratrices et on travaille sur principalement de la paye et de l'administration du personnel. Ma question est que puisque je n'ai pas de master 1 ou d'autres masters, est-ce que je peux aller directement en master 2 ou bien est-ce que je dois passer par un master 1 avant? Alors, je vais répondre sur ce point-là. Donc, j'ai dit effectivement tout à l'heure que pour entrer dans certains M2, il fallait au moins un niveau Master 1, mais vous pouvez tout à fait candidater par le biais de la validation des acquis professionnels. Donc, vous déposez un dossier, vous déposez votre dossier sur e-candidat et ensuite vous déposez un dossier spécifique qui s'appelle un dossier VAP. Et qui vous permettra, s'il est validé, et au vu de votre parcours, à mon avis, je me prononce pas à la place de mes collègues de la commission VAP, mais il y aurait aucune inquiétude pour, pour que vous puissiez accéder au Master 2. On valide justement des années d'expérience sur des postes à responsabilité. Donc là, vous avez en fait une année de diplôme à valider, donc il y aurait aucune difficulté dans votre cas. D'accord. Et du coup, ça se fait en parallèle, c'est-à-dire que c'est sur votre plateforme, c'est sur la même plateforme, je dépose les deux dossiers conjointement, quoi.
Vous allez en fait sur notre site internet et il y a un lien en fait, c'est un formulaire Lime Survey à remplir et on va vous demander à peu près les mêmes documents que vous allez faire sur e-candidat et donc mais par contre c'est géré à part en fait. D'accord. Et une fois qu'il y aura l'avis de la commission, bah voilà, c'est l'étape et après votre candidature pourra être ensuite étudiée par la responsable de formation et ainsi de suite quoi. D'accord. C'est l'étape pour pouvoir vous permettre, si la commission valide, de pouvoir Ok. rentrer directement en Master 2 en n'ayant pas le niveau requis. Ok. J'en profite, suite à votre question, dans le cas où, pour des étudiants qui ont un diplôme qui n'est pas un master français, reconnu en France, on a un peu le même circuit pour les commissions d'équivalence où votre dossier va, là aussi, être regardé par une commission qui va valider s'il y a bien équivalence entre le diplôme que vous avez obtenu dans un autre pays et un niveau Master 1 ou licence ou Master 2 français. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ceux par contre qui ont posé la question, est-ce que ça vous embête de baisser la main, à moins que vous ayez d'autres questions? Je vois que Jean est très actif dans le chat. Ah. Oui. Alors, Riyad, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Allô? On vous écoute, Riyad. Tu as coupé le son? Oui, on vous a entendu dire Attendez. bonjour, mais Allô? on ne vous entend plus. Est-ce que vous... C'est bon. Ça y est, on vous entend. C'est parfait. Tu l'entends? Alors, juste... Je vais organiser, en fait, au niveau international. Alors, je suis désolé, c'est extrêmement entrecoupé. On a très très mal entendu votre question. J'ai pas envie de vous mettre en difficulté. Peut-être posez votre question dans le chat et on y Allô? répond à l'oral. Et d'autres qui posaient une question qui disaient qu'on ne voyait pas sa main levée. On peut peut-être parler sur les centres délocalisés, Mathieu. Oui, oui, oui. On a... Oui, parce que ça fait des paf. Il y avait des questions, pas mal de questions dans le chat sur les centres délocalisés. Effectivement, on a la moitié de nos étudiants sont répartis un petit peu partout sur la planète. Donc au niveau des examens, bien évidemment, vous n'allez pas venir ici sur Poitiers. Il y a possibilité de les passer dans des centres style ambassade, consulat, Alliance française du pays où vous vous situez. Donc ça, aucun problème. On a des fiches en fait, c'est à vous en fait par contre de trouver le centre, mais généralement si vous êtes proche d'une grande ville, on a toujours trouvé, en fait l'étudiant a toujours trouvé un centre où quelqu'un, enfin un organisme pourra vous accueillir et vous faire passer vos examens. Par contre, il risque peut-être des fois de vous demander une participation sur les frais de surveillance. Voilà. Et ça, c'est vrai que cette participation reste à votre charge. Voilà. Mais sans problème, hein. J'ai vu là, centre délocalisé en Guyane, on a déjà eu ça, et puis dans d'autres pays, hein, donc absolument aucun problème. Voilà, donc voilà, Riyad, j'espère que ça a pu répondre à votre question. Bah, c'est parfait. Karim Diallo. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Oui. Oui, nous vous entendons. Oui, je m'appelle Karim Diallo. En fait, je pense que je suis peut-être l'une des rares personnes qui sont en fin de carrière. Je suis en fin de carrière actuellement. Je suis cadre de la fonction publique territoriale à Paris. J'ai obtenu une maîtrise en sciences économiques. À l'époque, on appelait maîtrise en sciences économiques, option des entreprises, option gestion des entreprises, à l'université de Dakar. Donc, ça me fait revenir un peu sur les diplômes obtenus dans un pays étranger. Mais après, j'ai eu un diplôme de 3e cycle ici à Paris 5 Descartes, un diplôme d'université.
de troisième cycle, l'audit de l'entreprise. Et depuis, j'exerce à la mairie de Paris comme cadre dans le domaine d'abord de tout ce qui est de l'inspection, maintenant dans la logistique. Je suis en fin de carrière et je souhaiterais me réorienter, raison pour laquelle je suis dans l'inscription en Master 2 d'intelligence économique. Parce que je souhaiterais intervenir plus tard dans tout ce qui est grande école ou université de Dakar pour pouvoir dispenser des cours. Et ma question est de savoir, est-ce que ma maîtrise en sciences économiques obtenue en 1989 me permet de m'inscrire sur cette se compléter avec le diplôme de troisième cycle en audit de l'entreprise. Si cela est possible, oui. Si cela ne l'est pas, dans quelles conditions cela pourrait être possible? D'accord. Là, je pense que ce qui a été expliqué tout à l'heure sur les commissions d'équivalence est totalement pertinent, c'est-à-dire qu'on va examiner l'ensemble de vos titres et diplômes pour voir si ça vous permet de prétendre à une équivalence de M1 et du coup, ce qui vous permettrait automatiquement de postuler à une inscription en Master 2. A priori, voilà, après, je ne peux pas me prononcer à la place de la commission. Voilà, ça va dépendre du contenu du DU niveau 3e cycle et de l'équivalence qui sera faite avec la maîtrise de l'Université de Dakar. Mais c'est tout à fait envisageable. D'accord, très bien. Et le DU de 3e cycle qui complète ma maîtrise serait un plus, un atout où ce n'est pas nécessaire de faire prévaloir ce diplôme? Je pense que dans votre demande, dans la transmission de votre demande à la commission d'équivalence, vous avez tout intérêt à indiquer que vous détenez également ce diplôme. Parce que si d'aventure la commission d'équivalence considérait que la maîtrise en sciences économiques n'était pas tout à fait équivalente à un Master 1, peut-être qu'un certain nombre d'UE ou de matières acquises lors de la passation du DU pourrait permettre de faire basculer la position du côté favorable. Donc dans tous les cas, vous avez intérêt à en parler. D'accord. Ah, et vous pouvez également faire jouer la validation des acquis professionnels, sachant que vous avez une longue expérience en tant que cadre. C'est aussi quelque chose qui peut vous permettre de prétendre au M2. D'accord, tout à fait. Et juste pour compléter, je postulerai dans le cadre du CPF pour faire jouer mon compte personnel de formation. Et ce que vous avez répondu déjà à cette question, donc c'est quelque chose qui est faisable. Très bien. Très bien. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, bonjour. Pinter, peut-être une deuxième question? Bonjour, vous m'entendez? Oui, j'avais une question, mais je vais laisser Monsieur Pesquier parce qu'il a pas encore posé la question. Pardon. Donc, non, je vous en prie, allez. Oui, j'avais une question, donc bonjour. J'avais une question concernant sur le Master 2 en RH du coup. Donc sur votre plaquette, vous exprimez un certain nombre d'heures sur du TD. J'aurais aimé avoir plus de détails, par exemple. Est-ce que par exemple, là je vois sur le semestre 3, donc vous parlez de 120 heures à peu près. Donc c'est 120 heures de cours en fait en visio, comment ça se... Non, en fait, on est sur une modalité pédagogique synchrone-asynchrone. Donc c'est 120 heures de travail. D'accord. Voilà, l'idée c'est que ça nécessite un investissement personnel à hauteur de ce que vous auriez fourni si vous aviez passé 120 heures en cours. Mais il n'y aura pas 120 heures de classe virtuelle. Ok. Oui, d'accord. Donc, en fait, il y a un certain volume de cours. Et puis ensuite, c'est du travail personnel que vous estimez environ à 120 heures à peu près sur le semestre. C'est à peu près ça. Il y a un global de 660 heures sur l'année. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la diapo. Oui. Et en fait, dans ces 660 heures, vous avez une partie regroupement, octobre, mars, une partie examen, mars, juin, une partie classe virtuelle, au moins 2 classes virtuelles par matière, voilà, d'1h30. Et le reste, c'est du travail personnel. D'accord. Voilà. C'est assez compliqué de vous répondre parce qu'en fait, quand sur un master en formation initiale, il y a par exemple 120 heures de TD,
Ça ne veut pas dire que l'étudiant va travailler 120 heures pendant son semestre. Enfin, il peut essayer, mais ça ne va pas bien se passer pour lui. Donc l'idée, c'est de se dire, ça exprime une quantité de travail équivalente à celle que vous auriez dû fournir si vous aviez eu 120 heures de cours en présentiel. Ok, d'accord. Je sais pas si c'est très clair. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de rebondir sur ce qui vient d'être dit? Bien sûr, bien sûr. Oui. Si monsieur Pesquet a fini, bien sûr. Oui, allez-y. D'accord. Juste pour précision, par rapport aux classes virtuelles, est-ce qu'elles sont en direct ou est-ce que c'est du différé? Les deux. Elles sont en direct et elles sont enregistrées. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'y assister pour une raison X ou Y, on vous incite fortement à y assister, forcément. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'y assister, vous aurez accès à l'enregistrement. Elles sont le soir entre 18h et 19h30. Généralement en début de semaine, plutôt lundi et mardi. Et elles sont après enregistrées et mises en ligne quelques jours après sur la plateforme. D'accord. En replay. Et vous avez dit 2 fois 1h30 par mois? Non, c'est... tu veux peut-être répondre après. Pour ma part, c'est pour le... En général, pour 2 le fois MAE. 1h30 minimum par matière. Mm. Donc souvent, ça fait 2 classes virtuelles par semaine. Oui, voilà, oui. Voilà. Comptez à peu près en moyenne, ça fait 2 classes virtuelles par semaine. 2 classes par semaine. D'accord. Ok. Sachant qu'il y a certaines matières, nous effectivement ce qu'on a fixé c'est un minimum. Donc il est possible que certains enseignants souhaitent proposer davantage de classes virtuelles. Donc là c'est le socle, en gros les 2 par semaine. En fait, pour vous aider un petit peu la compréhension, c'est en fait vous avez un calendrier de devoirs répartis tout au long de l'année, du mois de novembre jusqu'au mois de mai. Une partie premier semestre, une partie deuxième semestre. Et après, en fonction des dates de devoirs, des dates de remise de devoirs, vous avez des classes virtuelles avant et après. Ce qui vous permet de travailler à peu près 2 à 3 matières par mois selon une progression pédagogique. De la rentrée, au mois de novembre, vous aurez à avoir les 2-3 premières matières. Et au mois de décembre, ainsi de suite, 2-3 autres matières. Et puis après, les classes virtuelles vont s'enchaîner en fait. Il va y avoir une progression. À raison d'au minimum, comme on l'a dit tout à l'heure, de 2 minimum par matière. D'accord, merci, c'est très clair. Ça va, c'est un peu plus clair pour vous? Oui, c'est un peu plus clair. Et petite question, j'ai candidaté justement au master MAE. Est-ce que c'est possible d'avoir le délai de réponse des candidats, des candidatures? Alors, les réponses sont en général obligatoirement dans les 2 mois après votre dépôt de candidature. D'accord. Donc, je ne sais pas quand vous avez candidaté, mais ça se fait... on tient ce délai de 2 mois maximum. En général, normalement, ce sera avant. D'accord. Et j'avais juste une dernière question concernant le réseau, comme on est dans une classe virtuelle. Est-ce qu'on aura un espace pour échanger avec nos camarades? Alors oui, dans les classes virtuelles, l'enseignant propose sa classe virtuelle. Après, s'il y a un temps d'échange, oui. En fait, sur la plateforme technique qu'on vous propose, vous pouvez échanger. Et puis, très sincèrement, les étudiants créent des groupes parallèles entre eux. Et en général, il y a beaucoup d'échanges. En fait, ils se connaissent très bien et ils travaillent beaucoup ensemble. On a des étudiants qui créent des sessions de travail, vient qui veut, tous les dimanches à telle heure. Donc ça, après, ça dépend vraiment des groupes et de la dynamique qui se crée au sein du groupe. Mais nous, on propose des outils sur lesquels vous pouvez interagir. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres choses de manière très informelle qui se mettent en place. Ok, d'accord. Très bien. Merci beaucoup pour les informations. Donc, je crois que M. Pinter avait une autre question. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une question peut-être un peu non conventionnelle, mais c'est par rapport au test TEADI qu'on doit passer là sur e-candidat. Quelle est la portée de ce test? Parce que moi, j'ai vu qu'il y avait des calculs de proba et tout. Il faut que je reprenne tout ça là parce que ça fait un petit moment quand même. Non, c'est un test de positionnement. Donc, effectivement, on le propose à tous les candidats et c'est un outil d'aide à la décision par rapport à votre candidature pour les responsables de formation. Voilà, effectivement, il y a une partie qui est généralement le plus difficile pour les candidats, c'est la partie logique mathématique. Après, voilà, c'est un ensemble. Vous avez une partie culture générale, vous avez une partie anglais, droit, économie, gestion, expression écrite.
Et voilà, et ça permet d'aider un petit peu le responsable de formation. C'est vraiment pas un test de sélection, c'est un test de positionnement, voir un petit peu votre niveau dans certains domaines. Voilà. Donc très bien sûr, ne passez pas, révisez un petit peu. Nous, généralement, on dit aux étudiants, enfin aux candidats, ils peuvent se procurer les annales corrigées du score IMSH, qui est un petit peu une réplique de ce qu'on propose, surtout sur ces parties logiques et mathématiques. Mais bon, passez pas tout votre temps à réviser les probabilités. Non, c'était justement le sens de ma question. Discussion, lors des entretiens, en fait, quelqu'un qui va avoir des résultats très faible en mathématiques et qui veut candidater en M1 Finance ou en M2 Finance, ça risque d'être un point bloquant. Moi, pour les MAE, si je vois qu'il y a vraiment des faiblesses en mathématiques, on l'aborde et puis souvent j'incite les candidats à travailler certaines matières en amont, justement en disant attention, il va y avoir beaucoup de chiffres. Essayer de revoir, par exemple, pour des cours de politique financière, essayer de travailler un petit peu ces dimensions-là. Ça nous aide, c'est un outil plutôt qui sert de base de discussion. C'était le sens de ma question, merci, parce que j'étais en train de me refaire un cours de proba et après j'ai attaqué les statistiques, donc là je me dis, c'est peut-être pas la peine du coup. Bonjour, j'avais une question. Alors, je suis cadre en marketing et c'est par rapport au regroupement qui va avoir lieu en octobre. Et nous, c'est une période assez de rush en octobre. Donc, est-ce que on doit assister obligatoirement au regroupement en octobre ou on peut être dispensé, sachant que pour ma part, déjà pour demander des congés à cette période-là, c'est assez difficile par rapport à la période. Voilà, je voulais savoir si c'était obligatoire ou pas. C'est très, très vivement conseillé. Ça devient obligatoire pour toutes les personnes qui sont financées, soit par l'entreprise, soit par les OPCO, ou les personnes en contrat d'apprentissage. Pour eux, c'est obligatoire de venir. D'accord. Pour les autres personnes, comme je le disais, c'est très, très, très vivement conseillé. Alors après, effectivement, le regroupement d'octobre, il commence le lundi après-midi, il finit le jeudi midi. C'est important de venir, si vous pouvez pas venir sur l'ensemble, venez au moins sur quelques jours. Mais venez, franchement, venez. Parce que déjà, vous pouvez rencontrer les enseignants, vous pouvez voir un peu l'IAE, rencontrer les personnes qui sont dans la même promotion que vous. On fait des après-midi d'intégration, donc c'est très, très, très important. On se rend compte que les personnes qui viennent au regroupement, au niveau des résultats, c'est vraiment... on voit la différence. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne viennent pas ne réussissent pas, mais c'est vrai que le pourcentage augmente très fortement avec la présence au regroupement. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, je suis complètement en phase avec ça et c'est le cas vraiment de tous les responsables de formation. On a certains collègues en RH qui considèrent que le regroupement est obligatoire. Oui. Et c'est vraiment parce que... certains habitent loin, mais on a des candidats qui viennent de l'autre bout du monde pour assister au regroupement. Et en fait, vraiment, c'est jamais du temps perdu. C'est un investissement dans la formation et dans la réussite à la formation. Donc, c'est plus que recommandé. D'accord, merci. Bonjour, j'aurais une question sur le Master RH. Oui, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Ah, merci. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que le Master 2 en ressources humaines était plutôt ouvert à des personnes qui étaient depuis longtemps dans les ressources humaines et plutôt pour des personnes de l'encadrement. Personnellement, je suis étudiante actuellement en Master 1. Est-ce que c'est quand même ouvert à ce genre de profil ou pas du tout ? A priori, non. Enfin, vous avez le droit de candidater, mais très clairement, le profil qui est privilégié par le responsable de formation, et pour des raisons pédagogiques aussi, parce que du coup, il a un peu... c'est du tailor-made, quoi. C'est du fait sur mesure pour des professionnels, et ça se marie pas forcément bien avec quelqu'un qui est encore en formation initiale et qui n'a pas une expérience professionnelle dans l'encadrement. Donc vous avez tout à fait la possibilité de candidater. Si vous avez un dossier absolument exceptionnel, il est possible que ça convainque le responsable de formation. Mais très clairement, c'est un master qui est orienté vers les personnes qui sont en responsabilité
dans des postes d'encadrement dans la RH avec au moins 5 ans d'expérience. D'accord, très bien. Et ben merci beaucoup. Non, j'ai fait 3 ans d'alliance, mais effectivement pas de poste en encadrement ni de poste en CDI dans tous les cas. J'ai candidaté déjà, la candidature est envoyée, donc on verra bien. Mais effectivement, il me semblait que c'est ce que j'avais compris en lisant la plaquette. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour. 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 Vous m'entendez? Très bien. Oui, du coup, je me permets de rebondir sur la question de la dame de tout à l'heure. Moi, je suis intéressée aussi par le master RH. J'ai à la base un master en marketing. J'ai travaillé en tant que commercial. Ensuite, je me suis reconvertie en paye administration du personnel. Et ça fait 7 ans que je travaille en tant que gestionnaire RH et paye. Et moi, je m'intéressais à ce master justement pour acquérir une légitimité et pouvoir postuler à des postes d'encadrement. Et je voulais savoir si mon profil pouvait convenir. Parce que du coup, j'ai un doute en écoutant à peu près tout ce que vous décrivez par rapport à ce master. Après, là, je pense que c'est un profil qui peut s'entendre dans le sens où vous avez une expérience dans les fonctions RH. Oui. Disons que ça sera, plus vous arriverez à argumenter le fait que vous avez déjà assumé des responsabilités, que vous avez déjà eu à réfléchir stratégiquement à la fonction RH, plus ça a des chances de passer. C'est-à-dire, le profil le plus facile pour l'admission, c'est effectivement être RRH depuis plusieurs années et souhaiter accéder à un poste de DRH. Mais le fait d'avoir une expérience considérable dans la fonction RH, c'est déjà un argument important. Donc je pense que ça peut se tenter. D'accord, ok. Merci. Bonjour. Je crois qu'il est depuis un petit moment. Arnaud, je crois. Oui, il y a une main là-haut, je vois. Bonjour. Vous me captez? Nous vous entendons, oui. Oui, j'avais une question similaire à la précédente parce que je n'ai pas bien capté la réponse que vous avez donnée à sa question. C'est par rapport au cursus académique pour quelqu'un qui a fait un domaine différent de celui dans lequel il veut poursuivre la formation que vous offrez. Et est-ce que, même si on a l'expérience, est-ce qu'il faut attendre, il faut passer par la validation des compétences que vous avez prévues, ou seulement il faut pas fournir ces dossiers, donner des explications sans... Parce que j'ai vu qu'il y a des conditions pour la validation des compétences, il y a des frais à payer, le frais d'étude des dossiers. Mais est-ce que si on passe en utilisant ces expériences sans passer par la validation des compétences, ça va être accepté? Alors, de façon très large, c'est difficile de vous répondre dans l'absolu. Si j'essaie de répondre un petit peu aux différents points que vous avez soulevés, si vous avez un diplôme très différent du domaine que vous envisagez, par exemple si vous avez un diplôme hors gestion, ce qui est à recommander, c'est de postuler plutôt du côté du MAE, qui est typiquement le diplôme de gestion des non-gestionnaires. C'est-à-dire vous avez un master en ingénierie, vous êtes médecin, vous êtes notaire, je ne sais pas quoi, vous voulez acquérir de l'expérience et une qualification de niveau master en gestion, postulez en MAE. Si la question c'est j'ai acquis un diplôme dans une discipline différente, par exemple j'ai un diplôme en marketing et je veux me réorienter dans la RH, ou j'ai un diplôme en RH et je veux me réorienter dans le marketing, bon là, si c'est un diplôme français, qu'il n'y a pas besoin de commission d'équivalence, c'est une candidature et là le responsable de formation appréciera la cohérence du dossier et du projet, c'est-à-dire, oui, vous avez eu un diplôme en marketing, mais il se trouve que de par votre parcours professionnel, vous avez fini par atterrir à une fonction de RRH pour une raison X ou Y, et vous souhaitez maintenant avoir une qualification qui correspond à la fonction que vous occupez, là, le responsable de formation peut tout à fait se dire, oui, c'est cohérent, je prends, on y va, quoi.
Après, si vous êtes diplômé en marketing, que vous êtes en agence de communication depuis 15 ans et que vous avez décidé de devenir DRH, bon, là, le responsable de formation va regarder le dossier avec un œil un peu dubitatif et c'est pas sûr que ça passe. Et si c'est, dernière chose, et après je pense sauf si vous voulez compléter, si vous avez acquis un diplôme étranger qui est pas tout à fait dans le cursus que vous envisagez, ben là encore, si ce dont vous avez besoin c'est une équivalence, commission d'équivalence ou effectivement validation des acquis professionnels, le cas échéant, suivant le parcours professionnel que vous avez. Est-ce qu'on a répondu à peu près à votre question? Oui, certainement. Parfait, merci beaucoup. Je vois Arnaud, je n'arrive pas à lire votre nom car je suis trop vieux, mais vous avez c'était bien en rouge. Arnaud, vous avez la parole. Vous m'entendez bien? Très bien. Bonsoir. Alors, pour ma part, je suis intéressé par le Master GRH. Donc, du coup, j'en profite pour rebondir sur votre présentation et d'avoir mis la dimension humaine en avant est quelque chose d'important parce que c'est vrai qu'en formation à distance, le fait d'être isolé peut faire peur. Donc, le fait de mettre en avant les outils, les classes virtuelles et ces phases de regroupement qui me semblent effectivement indispensables, je trouve que c'est un grand plus. Moi, j'ai un cas de figure un peu particulier. Je suis diplômé d'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, mais par mon réseau, j'ai exercé pendant 6 ans dans les ressources humaines, à la fois en tant que responsable et en tant que directeur des ressources humaines. Là, je suis en recherche d'emploi et lors de cette recherche avec mon conseiller APEC, on s'est rendu compte que justement le fait de ne pas avoir de diplôme spécifique à la fonction était préjudiciable sur un marché qui est très concurrencé. Donc, j'arrive un petit peu tardivement et j'ai eu partiellement des réponses, mais je voulais m'assurer qu'il n'y avait que le test spécifique à votre IAE et pas un test IAE message à effectuer, auquel cas il faut se dépêcher parce que je crois que le dernier c'est le 6 mai. Et j'avais une question également sur la composition des classes, le nombre de personnes qui étaient retenues pour savoir à peu près quelle dimension de classe par promotion. Tu vas? Ouais. Alors, pour le test SIM, donc pas besoin, effectivement, la dernière session, c'est le 6 mai, vous avez raison. Donc, non, vous passez le test TADI en ligne, pas de problème. Pour la composition des classes, alors il faut savoir que le Master RH est un des diplômes les plus demandés. Et donc, on arrive à peu près à faire des promotions entre 30 et 35 personnes. Vous voyez, cette année, on a 33 inscrits. Voilà. Donc, beaucoup de demandes et majoritairement des personnes déjà en activité en ressources humaines. Le but, c'est vraiment de conserver une promotion à taille humaine, en fait. Voilà. Bien sûr. Donc, on ne dépassera pas 35. Voilà. Donc, vous parlez déjà de 33 inscrits, donc il reste 2 places. Alors, pour l'année 2024-25, là, voilà, pour l'année en cours, là. Mais pour l'année prochaine, ça sera à peu près entre 30 et 35. D'accord. Parce qu'il y a une notion de priorisation des dossiers, premier arrivé, premier servi, ou tout étudié en commission? Non, c'est la qualité des dossiers. Tous les dossiers sont étudiés. Très bien. Merci beaucoup. Je vois un levé en haut, je n'arrive pas à voir le nom. Allô? Bonsoir. Non, j'arrive pas à lire. Bombona. Excusez-nous pour la prononciation. Désolé pour la prononciation. Oui, c'est bien Bombona. C'est bien Bombona. C'est pas grave. Vous m'entendez? Très bien. Voilà. Alors, j'ai suivi les informations que vous avez données par rapport à la formation. Moi, je suis très intéressé parce que moi, j'ai eu une licence en 2014 en AES, Administration économique et sociale, donc Administration et gestion des entreprises. Donc, je comprends un peu, je vois un peu la gestion, etc.
Après ça, je m'étais reconverti, mais je ne vais pas appeler ça une reconversion. J'étais allé en Angleterre où j'ai fait business information technologie. Donc, c'est tout ce qui est Internet, etc. Et là, je reviens en France. Donc, j'ai quand même pas mal travaillé en Angleterre. Donc, dans tout ce qui est sales, j'ai travaillé pour Microsoft là-bas, j'ai travaillé à l'international. Et donc, depuis que je suis revenu, bon, j'ai trouvé un travail je travaille dans tout ce qui est logistique, dans la logistique. Parce que entre-temps, là-bas, j'avais passé une certification en import-export. Donc là, je suis dans la logistique et je voudrais postuler pour faire management et commerce international. Bon. Le fait que j'ai eu une licence en Angleterre, est-ce qu'il faudrait que je fasse d'abord une validation d'acquis, enfin une équivalence, puisque maintenant les choses ont changé. On est passé, on est maintenant sorti de l'Union européenne. Enfin, sorti de l'Union européenne. On est sorti, enfin, avec le Brexit. Donc, je crois qu'il faut faire une équivalence. Donc, c'est pour ça que je voudrais savoir. Effectivement, si le seul grade que vous avez, c'est le grade anglais, il faudra demander une commission d'équivalence. J'ai pas très bien compris le début. Vous n'aviez pas validé une licence AES en France ? Je l'ai validé, je l'ai obtenu. C'est bon, Je Dans ce cas, il n'y a pas de commission d'équivalence à demander. Vous avez déjà une licence, vous pouvez postuler au master. D'accord. Et je suis, j'ai le CPF aussi, donc je vais aller par ce truchement-là pour pouvoir postuler, quoi. Est-ce que c'est juste ça? Oui, par rapport au CPF, alors c'est pas forcément pour vous, mais pour toutes les personnes qui sont intéressées, faites d'abord votre candidature et ne le faites pas tout de suite le CPF, parce que quand vous allez sur le compte formation, en fait, il y a un certain délai en fait, et dès l'instant où vous faites votre demande, mes collègues en fait ont des fois quelques jours pour répondre, et en fait, on ne sait pas forcément si vous êtes admis ou pas à la formation. Donc, là, c'est pas forcément par rapport à vous, c'est toutes les personnes qui sont intéressées par la CPF, qui ont un montant sur le CPF. Attendez d'être vraiment sûr d'être admis ou admise à la formation pour pouvoir après aller sur mon compte formation et faire votre demande de CPF. D'accord ? Donc attendez, c'est pas pressé pour l'instant. D'accord. Et est-ce qu'on peut postuler est-ce qu'on peut postuler postuler pour deux formations, voir si on a la chance d'être accepté dans l'autre ou... Alors, techniquement, oui. Après, nous, on vous conseille quand même de choisir, de faire un choix sur une formation en particulier. D'accord. Ce qui peut se passer, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est que parfois vous allez postuler sur une formation, le responsable de formation va se rendre compte que vous avez beaucoup plus le profil pour une autre et vous proposer de basculer. Ça se passe souvent, nous ça s'est passé plusieurs fois entre finance et MAE par exemple. D'accord. On a des gens qui arrivent, des ingénieurs qui arrivent, ils postulent en finance et qui sont brillants mais qui n'ont aucune connaissance en gestion. On leur dit peut-être que envisager un MAE, ce serait plus dans vos cordes étant donné le projet que vous décrivez. D'accord. Et si de votre côté vous candidatez dans plusieurs formations différentes, bon, le message que ça peut envoyer, c'est que le projet n'est pas tout à fait clair, alors que généralement le projet est clairement défini. D'accord. Entendu. Ok. Mais je vous remercie. Merci à vous. Il y a Tariq, Hervé. Donc, Tariq. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour tout le monde. C'est Tariq. Bonjour. Je suis du Maroc. Je suis un cadre de la Direction générale de la protection civile. Je suis titulaire de licence obtenue en 2003 à Montpellier. Ça fait longtemps. Et depuis, je travaille en cadre supérieur à la protection civile. J'ai un master en administration publique, mais je suis intéressé actuellement par un master 2 en gestion des ressources humaines. Parce que là, ça fait une dizaine d'années que je suis dans les RH. Et j'ai pas de diplôme parce que sincèrement, mon objectif final, c'est de poursuivre une école doctorale. Une chose que j'ai pas réussi à faire pendant ma jeunesse,
Et toujours, je continue à chercher à atteindre cet objectif à titre personnel. Ma question, c'est de savoir si l'obtention d'un Master 2 en RH peut me permettre de postuler pour venir pour du travail. Voilà, et merci beaucoup pour cette réunion. Merci beaucoup. Je vais reposer la question parce que le son était assez mauvais. Vous souhaitez savoir si le M2 GRH vous permet de poursuivre en doctorat ou j'ai pas du tout compris? D'accord, merci. Exactement, oui. Ok, c'est ça. Oui, alors, réglementairement, n'importe quel diplôme de master vous permet de poursuivre en doctorat. Cependant, un certain nombre d'institutions proposent des diplômes qui sont spécifiquement destinés à la formation à la recherche et par la recherche. À l'IE de Poitiers, il y a un diplôme de ce type qui n'est pas proposé à distance, cependant. D'accord? Donc, le fait de passer un Master 2 GRH, c'est un Master 2, donc ça vous donne le droit de postuler, de vous inscrire en thèse, en fait, si vous trouvez un directeur. Mais ça n'est pas une formation qui est spécifiquement destinée à la préparation à la recherche, alors que d'autres sont parfois un petit peu plus orientés vers la préparation aux carrières de la recherche. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'accord, merci beaucoup. Merci. Très bien. On va prendre 2 questions et puis on va malheureusement s'arrêter là. Donc, Allô, Hervé. est-ce que je peux parler? Oui, bonsoir. Bonsoir, allez-y. Oui, vous m'écoutez? On ne vous entend plus. Vous m'écoutez? Est-ce que on vous entend d'assez loin. Vous me recevez? Non? Ok. Posez votre question, juste essayez de parler près du micro. Je veux savoir si le master de CGAO peut se faire entièrement à distance. Non, pour l'instant, nous ne proposons pas le Master 2 CGAO à distance. Nous proposons uniquement le Master Finance et Ingénierie financière. Ok. Merci. Allô? Je vous en prie. Alors, il y avait Madame... Karine. Oui. Karine. Oui, merci, bonsoir. J'avais une question. J'ai en fait un diplôme français, donc une licence, et je suis intéressée par le master en management international. J'aimerais donc tenter l'entrée directement en M2 par le biais d'une VAP. En revanche, j'ai fait la grande partie de ma carrière à l'étranger, donc à Londres et maintenant à Barcelone. Et j'ignore quelle est la nature des documents à fournir dans le cadre de la VAP, mais en tout cas, les documents fournis par l'employeur seront soit en anglais et donc en espagnol. Donc, est-ce qu'il faudra demander, passer par un traducteur agréé ou quelles sont les démarches à faire dans ce cas de figure? Un truc comme ça, non? Parce que moi, je peux bien sûr écrire mon CV en français, la lettre de motivation également. Je vous entends plus. Vous m'entendez plus? Non, oui, on vous a... Allez-y, les 15 dernières secondes, on vous a pas entendu. Ah, pardon. Je peux bien évidemment, donc moi-même, décrire tout ce que je fais, mon CV en français, ma lettre de motivation également. Mais s'il y a des documents officiels, en fait, fournis par l'employeur, ils seront dans les 2 langues, en fait. Donc, quelles sont vos exigences, en fait, en matière de VAP et des documents à fournir? Alors, comme c'est un diplôme français, effectivement, on va vous demander tout ce qui est CV, de lettre de motivation, photocopie de diplômé plus élevé, attestation de l'employeur. Voilà, CV de la motivation en français. Oui. Après, effectivement, par rapport à vos expériences à l'étranger, si vous avez possibilité de les faire traduire, ça serait bien. Mais c'est pas, oui, voilà, comme tu dis, c'est pas indispensable non plus. Mais au moins, CV de lettre de motivation en français. Oui, ça, c'est un problème, oui. C'était plus pour les documents officiels fournis par l'employeur, en fait. Voilà, officiel fourni par l'employeur, voilà, oui. D'accord, merci. Allô? En revanche, dans le cadre des commissions d'équivalence, tous les documents délivrés par une université étrangère qui ne seraient pas en langue française sont, eux, à faire traduire par un traducteur assermenté, certifié. D'accord. Non, mon diplôme est français. Les annexes descriptives au diplôme, tout ça, il faut que ce soit traduit par un traducteur agréé. D'accord. Non, ce serait vraiment les documents employeurs.
On va prendre deux, et ce sont les deux dernières questions, et après on s'arrête. Est-ce qu'on peut... Donc il y a Evans. Allez-y. Allô? Allô? Allô, on vous entend, allez-y. Oui, merci. Je me présente, je suis Evans Marius. Voilà, je suis en République démocratique du Congo. Alors, j'aimerais faire un master voilà, en finance, ingénierie financière, ou soit le master 1, soit le master 2. Tout dépend de la validation ou de l'équivalence qui sera faite par rapport en fait, au diplôme que j'ai. J'ai un bac plus 5 avec une quinzaine d'années d'expérience. Voilà, parce que je ne sais pas ce que vous appelez master 1 ou master 2 chez vous, mais nous, un bac plus 5, ça s'appelle la licence en sciences financières et commerciales, gestion financière et commerciale. Et donc, je voulais juste savoir quel est les niveaux minimums pour exactement valider sa candidature, soit en master 1 ou en master 2, par rapport à la filière que je vais bien suivre. Et une autre question, si je peux enchaîner, si vous permettez, ou alors vous répondez à la première et je pourrais peut-être poser la deuxième. On répondra aux deux en même temps. Alors, d'accord. Alors, la deuxième, c'était pour savoir si cette formation pouvait permettre à suivre plus tard en fait, à être orienté vers la recherche doctorale, parce que, en fait, en parallèle de ce que je fais maintenant, j'assure des enseignements, j'assiste à l'université, et donc je voulais plus tard faire de recherche doctorale. Est-ce que ce master pourra exactement m'aider à aller au bout de ce projet? Alors, je vais répondre aux deux questions, et je parle sous le contrôle de mes collègues évidemment. Pour la première, dans le système de Bologne, il faut un bac plus 3 pour rentrer en première année de master. Ce qu'on appelle le master 1, c'est la première année de master dont la validation correspond donc à un bac plus 4, et la deuxième année de master correspond à un bac plus 5. Ceci dit, il faudra que la commission d'équivalence de l'établissement se prononce sur ce à quoi correspond un bac plus 5 délivré par votre université dans le système de Bologne. Est-ce qu'on considère que ça valide suffisamment d'UE ou de crédit ECTS pour vous permettre d'accéder directement au Master 2 ou pas? Ça, je ne peux pas vous répondre a priori, je ne peux pas me prononcer à la place de la commission. Pour ce qui est de l'accès au diplôme à l'inscription en thèse, même réponse qu'à l'autre personne qui a posé cette question. N'importe quel diplôme de Master 2 donne le droit à s'inscrire en thèse, mais il existe dans un certain nombre d'établissements des diplômes qui préparent spécifiquement à la poursuite en thèse dans le cadre de la gestion. Le diplôme de M2FIF est un Master 2, mais il n'est pas un Master 2 spécifiquement orienté vers la recherche. C'est un Master 2 qui peut conduire vers la recherche, mais qui n'est pas destiné à cela. On va prendre une dernière, si on a bien répondu. Je peux juste une petite. Voilà. La troisième préoccupation, c'était que, en fait, vous avez parlé du regroupement au mois d'octobre, par exemple. Mais est-ce que l'université ou accompagne les candidats dans l'obtention, par exemple, du visa pour que ce regroupement soit effectif? On émet une attestation, mais c'est tout. On peut faire une invitation, mais étant donné que si vous êtes à l'étranger, pour vous, les regroupements sont facultatifs. Donc, effectivement, on peut juste faire un courrier d'invitation comme quoi vous avez des regroupements, mais ça s'arrêtera là. On fera rien de plus. Encore une fois, on vous incite fortement à participer au regroupement dans la mesure du possible. Voilà. Et après, pour les personnes qui sont à l'étranger, tous les regroupements, tous les cours sont filmés, donc vous pouvez les suivre en direct et même après en replay. Madame Céline Masson, pour la question de clôture de la conférence. Oui. Oh, j'ai la lourde charge. Merci. Bonsoir à tous. Pas de pression. En fait, j'ai le choix entre deux systèmes de financement, ou bien par mon CPF, mais du coup, j'aurai un reste à charge de mon côté, ou par l'AGFIS.
Alors le CPF, si j'ai bien compris, de toute façon, je dois attendre l'admission pour faire la demande. Et avec le CPF, si j'ai bien compris, je dois obligatoirement participer à la journée de regroupement. C'est bien ça? Au mois d'octobre. Oui, parce que alors c'est un peu différent parce que vous utilisez votre CPF, mais c'est vrai qu'on va pas le redire, mais c'est vrai que c'est très très important le regroupement. D'accord, mais c'est pas supprimer mon financement si finalement je suis pas là. Et par rapport au financement, il faut savoir donc effectivement attendre que vous soyez admise. Mhm. Quand vous allez faire la demande sur mon compte formation, si vous avez la totalité, je vais prendre un exemple, si vous voulez postuler pour un Master 2, c'est 4 200 €. Et vous avez 4 200 € sur vos comptes CPF. Donc, très très bien. Si par contre vous n'avez pas cette somme, que vous avez un petit peu moins, vous avez par exemple 3 000 €, donc vous allez faire la demande sur votre compte CPF, mais par contre le complément va être à payer tout de suite. En fait, hein. Là, je parle sous le contrôle de mon collègue, Monsieur Vincent, qui est spécialiste. Hein, c'est bien ça. Hein. Quand ils font des demandes sur le compte formation, s'ils n'ont pas la totalité de la formation, le reste à charge est à payer immédiatement sur le compte formation. Voilà, il vient de me le confirmer. Voilà, c'est, on va dire, la petite particularité. Alors que si vous payez individuellement, c'est vrai que c'est possibilité d'échelonnement en fait en 3 fois. Alors du coup, qu'on n'a pas avec le CPF. Avec la chance que j'ai. Je sais pas si ça peut répondre à votre question. Oui, ça répond déjà à ma question. Je vous remercie. Du coup, on va passer à l'autre système de financement qui est l'AGFIS, qui est le centre de formation auquel cotisent les indépendants. Et du coup, j'ai vu derrière vous qu'il y avait Calliope qui était sur les affiches, donc je confirme que pour faire plaisir à l'AGFIS, vous êtes certifié pour Calliope. Il me demande si... On est certifié de l'université Calliope et Calicert. Et il me demande aussi pour le MAE, est-ce qu'il est bien enregistré sur le RNCP? Toutes nos formations sont enregistrées au RNCP. Donc effectivement, si vous faites un financement AGFIP, on aura une partie à remplir par l'organisme. Et il me demande également si vous êtes capable de me débloquer en fait en commission. Après, avec deux possibilités, soit avis favorable, soit avis défavorable. Voilà. Et il me demande en même temps tout ce qui est preuve de connexion avec les adresses IP et compagnie, ils sont très... Ça, effectivement, on pourra vous fournir des attestations de connexion tout au long de l'année. D'accord, ok. Vous pouvez me rappeler les dates du regroupement d'octobre, s'il vous plaît, les dates exactes? De mémoire, je crois que c'est du 13 au 15. Voilà, 13 au 15 octobre. Il faut être là sur ça commence le lundi 13 après-midi jusqu'au jeudi 16. Voilà, jeudi 16 midi. Et il faut être là tous les jours. Les dates sont sur notre site internet. Hein. D'accord. Ok. Juste pour la dernière question, c'était vraiment pour moi, là, pour le MAE, j'avais souhaité faire appel au système de VAP et je voudrais savoir comment ça se passe. Il faut d'abord contacter pour avoir un avis favorable avant de déclencher autre chose? Ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites en parallèle votre candidature sur e-candidat. D'accord. Et vous allez sur notre site internet et vous allez dans la rubrique VAP et vous cliquez sur le formulaire. Alors, je vous disais tout à l'heure, hein, c'est globalement les mêmes pièces justificatives qu'on va vous demander pour les deux, sauf que c'est traité différemment. Et donc, effectivement, la VAP, ce sera la première étape. On en a parlé tout à l'heure, vous serez en commission, avis favorable, avis défavorable. Et après, si vous avez avis favorable, votre candidature, après, se poursuivra par l'étude par le responsable de formation et possiblement un entretien qui débouchera sur une admission ou pas à la formation. Mais il faudra quand même s'inscrire sur le site Mon Master. Ah non. Vous, pour le MAE, c'est un M2. C'est e-candidat. De toute façon, la Mon Master pour cette année, c'est clôturé, c'est terminé. C'est terminé depuis le 24 mars. Donc, voilà. Et puis, c'est que pour les Master 1. Voilà. D'accord. Là, je sais pas si vous le voyez, on le remonte à l'écran. Mon Master, c'était 25 février, 24 mars, c'est terminé, c'est clôturé. D'accord. Maintenant, pour tous les autres candidats, c'est e-candidat. Ah oui, mais c'est le moment où je prenais des notes, donc forcément. Tous les Master 2 et les Master 1 qui sont reprises d'études, qui sont salariés. Mon master est vraiment destiné aux personnes qui sont soit en formation initiale mais à distance, soit qui souhaitent avoir recours à l'apprentissage. C'est les deux seules voies d'accès et ça ne concerne en plus que les Master 1. Donc tous les diplômes qui sont soit la licence, soit des Master 2, soit le cas un peu particulier du MAE, qui est un Master 2, mais voilà, ne passent pas par Mon Master.
D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, c'était parfait. Merci pour vos réponses. Merci à tous pour votre présence et vos questions et vos échanges et on espère vous revoir bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Merci. S'il reste des questions, Merci. n'hésitez pas à les saisir rapidement dans le chat ou à nous Merci. les envoyer par mail à l'adresse, hop, elle est où, elle est où, elle est où, elle est là, Merci. iae.fad@unif-poitiers.fr. Merci, au revoir. Bonne soirée à Merci, tous. au revoir. Bonne soirée, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.